Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors, j'ai effectivement essayé de parler un petit peu plus fort, d'autant que j'ai le sentiment qu'on a un accent légèrement différent du vôtre. Alors, peut-être ça vous gêne pour la compréhension. Ça est possible. Et je n'ai même pas appris à dire bonjour en néerlandais, donc non plus, je vais tâcher de passer inaperçu là-dessus. Moi je suis gestionnaire, je travaille au jardin botanique de Nantes, je suis le responsable, et puis on a aussi l'équipe des élagueurs, donc je vais vous faire part d'un retour un petit peu de gestionnaire. Il y a la suite du feuilleton qui sera en fin d'après-midi. Là je vais vous parler de 2-3 petites expériences qu'on a menées. On n'a pas de chercheurs, hein, donc de temps en temps quand on se pose des questions, on arrive à faire bosser un petit bureau d'études et on répond de manière ponctuelle et qui n'a pas le raisonnement statistique qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà, nous c'est sur des faibles échantillons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement en pratique de gestion, il y a eu une grande modification, et le sol, moi j'y suis très attaché, puisque vous voyez, on est passé avant du désherbant total, comme il était pratiqué classiquement et comme il est encore pratiqué, pour un autre concept qui s'appelle le piéton. Vous voyez, c'est le... Merci. Et effectivement, quand on fait ça, alors là, il n'y avait pas d'arbre à cet endroit-là, mais on peut passer de zone qui ressemble à ça à zone qui ressemble à ça de manière assez aisée. Il suffit de remettre un petit peu de sol, et puis surtout d'arrêter de... Enfin, on nous laisse celui qu'il y a, mais surtout d'arrêter de l'embêter, puisque je pense que ce qu'il y a de vraiment important, c'est une sorte de la palissade, mais c'est pas très grave. C'est que pour permettre la biodiversité de vivre, moi je crois surtout qu'il faut la laisser tranquille déjà, et donc quand on arrête de matraquer les sols avec des produits phyto, déjà la vie apparaît. Et si on prend des données, alors là je prends de Claude Bourguignon, qui est une des personnes qui a beaucoup écrit sur les sols, effectivement a priori il y aurait 80% de la biomasse qu'on a l'impression de voir sur Terre, qui est en fait, 80% de la biomasse qui est présente sur la Terre avec un grand T, qui est en fait dans le sol, dans la Terre. Et donc déjà le premier vecteur de biodiversité, à mon avis, c'est le sol. Et ce sera plutôt cet après-midi, mais les contraintes qu'on a actuellement sur les arbres d'alignement, enfin si on veut qu'ils poussent bien, on est sur des volumes de terre conséquents, on est de l'ordre de ce qui est annoncé dans la littérature, on va dire de 10 mètres cubes par arbre planté, hein, c'est ce qui est réalisé dans un certain nombre de villes en France, donc c'est possible, malgré ce que vous diront vos collègues de la voirie ou ceux qui sont présents, si de perte de connaissance au fond de la salle, c'est des gens la voirie, effectivement. Effectivement, ça paraît un peu fou de dire 10 mètres cubes pour un arbre, surtout qu'il ne faut pas aller à plus d'1 mètre de profondeur, parce que les racines ne font plus grand chose en dessous. Et on pourra avoir 10 mètres cubes, 10 mètres cubes, 10 mètres cubes, on se rend compte qu'on n'est plus sur le patch comme on a vu tout à l'heure, mais d'un peu dans le sol, hein, après on peut mettre un peu d'enrobé dessus. Mais effectivement, on a une continuité, et donc de plus en plus, on a des fosses de plantation qui sont en fait des linéaires complets, de la même façon qu'on arrive à passer des réseaux de gaz, des réseaux d'eau, donc on peut bien passer un réseau de terre. Et c'est ce réseau de terre qui, à mon avis, est le premier facteur sur le maintien de la biodiversité, notamment, qui est en tant que corridor. Et je donnais, vous voyez, un ou deux tout petits exemples, puisque c'est des choses qui sont absolument méconnues, voire méprisées. Si on vous dit, tiens, combien il y a d'espèces de vers de terre en France, par exemple, le ver de terre, c'est le ver de terre, mais non, il y en a une cinquantaine d'espèces. Il y en a qui vivent que dans les 2 premiers centimètres du sol, il y en a qui vivent qu'à moins 50 cm, il y en a qui passent le temps à faire l'aller-retour entre les deux. Mais là, ça nous éloigne du propos. Quand on renverse la terre, par exemple, voilà, pour labourer, qu'on met celui qui a moins 50 cm à la surface et celui qui vit toujours à la surface, au fond, on les fait disparaître. Et donc voilà, et donc on compte pas dans tout le travail qu'ils font aussi dans le sol. Il faut savoir que dans une forêt tropicale humide, une forêt, elle est même dans les forêts tempérées, on va dire chez nous, mais les exemples sur les forêts tropicales humides, on peut absorber jusqu'à 100 mm d'eau par heure, et que sur un sol de vigne un peu tassé, on est à 1 mm d'eau d'absorption. Tout ça parce que les vers de terre ne sont plus là à faire les galeries, notamment, qui permettent à l'eau de pénétrer. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le sol est vraiment important, et moi j'aime bien cet exemple des vers de terre. Alors du coup, nous allons, au sein du service Espace Vert l'année prochaine, faire un inventaire des vers de terre, qui est un inventaire participatif qui a été lancé par le protocole a été lancé par Rennes, et puis a été repris modifié un petit peu, et lancé au niveau national par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et effectivement, je trouve assez marrant, puisqu'il faut arracher l'herbe sur 1 mètre carré, et puis dans un arrosoir de 10 litres, mettre 2 pots de moutarde Amora, ou une autre, diluer dans l'eau, verser, et compter le nombre de vers de terre qui montent à la surface, pour avoir une idée de la densité en vers de terre dans le sol. Donc au moins parce qu'il est marrant, je trouve qu'il mérite la peine d'être testé. Chacun ses arguments.
On va pas toujours s'auto-flageller quand même. Sur l'analyse de faire de trottoir, je vais être très court parce que du coup là je suis tout petit devant ce qui a été dit, mais il y a effectivement des chercheurs qui travaillent pour associer les habitants, pour que les habitants se disent plus c'est de la mauvaise herbe, puisque commencer à nommer quelque chose, c'est commencer à le faire exister. À partir du moment où on n'est plus effectivement vous avez valorisé les mauvaises herbes, mais je reconnais la verdure du Canada ou du muflier, ou cette plante maintenant je sais qu'elle va faire des fleurs dans 3 mois. Vous commencez un petit peu à les rendre intéressantes, et donc il y a des programmes d'inventaire participatif. Donc il y a un protocole pour les plantes qui est vraiment simplissime, puisqu'il suffit d'écrire les plantes qu'on voit dans les trottoirs, et après il y a un site internet sur lequel on les rentre, et ça permet de voir à l'échelle de la France, on peut l'utiliser bien évidemment aussi en Belgique. C'était la Botanica qui l'a monté sur une carte Google, et ben on voit tous les points où il y a des inventaires qui ont été faits, ce que ça a donné comme résultat. Parmi moi ceux que j'ai pris de la collègue du sénateur de Paris, c'est que suite à ces inventaires participatifs, et ben effectivement la moyenne du nombre de plantes trouvées quand on a des arbres par rapport à pas d'arbres, on en a plus, et par rapport si on a juste des sablés enherbés mais pas d'arbres, donc voilà, vous voyez le nombre moyen de plantes et d'espèces est le plus conséquent quand on a et des arbres et une continuité aussi au niveau du sol d'un point de vue écologique. Après, le but c'est pas de commenter les résultats, c'est pas mon boulot, mais c'est pour montrer qu'effectivement ces inventaires, d'une part, ils permettent localement aux habitants effectivement de se sentir intéressés par la chose, et puis d'aboutir à quelques résultats. Et le troisième, moi que j'aime bien, il s'appelle Propage, c'est protocole de comptage des papillons pour les gestionnaires d'espaces verts. Qui est aussi un inventaire participatif sur les papillons, donc avec un protocole très simple mais normalisé, ce qui fait qu'avec après quelques centaines voire milliers de données pour la France, ça permet d'en tirer des conséquences. Donc nous on va prendre un stagiaire cette année, on va essayer de voir le lien entre les papillons vraiment présents et effectivement la gestion qui était pratiquée. À Nantes, on compte aussi depuis quelques années, depuis 2007 pour être précis, là, on fait des inventaires sur la flore des trottoirs, donc on voit des cours. Alors je vois que le Poiranois était en 1 à Paris et avant la Verdure du Canada, alors ça peut voilà, on peut essayer d'imaginer pourquoi. Mais voilà, du coup on fait des inventaires effectivement similaires qui sont assez intéressants. Tout à l'heure je parlais, on regardait par exemple les plantes vivaces par rapport aux plantes annuelles. Si c'est bon. Tout à l'heure on parlait des essences d'arbres aussi. Alors au niveau des essences d'arbres, dans un certain nombre de cas, effectivement il y a des contraintes qui sont liées, on a eu l'occasion d'en parler hier soir, aux pépinières qui effectivement prennent un risque. Il faut savoir que les arbres qui sont plantés, souvent ils ont cultivé pendant 15 ans, 20 ans, donc il y a un moment quand on achète des arbres, on achète effectivement ce qu'il y a dans les pépinières, et on a un choix limité sur les essences sur lesquelles on peut tenter de travailler, mais c'est pas si simple que ça. Disons que si vous demandez à un pépiniériste, il sera d'accord si vous lui dites 20 ans à l'avance que vous allez lui acheter et que pendant 20 ans vous lui payez son entretien, il sera d'accord. Mais comme il n'y a pas de villes qui le font, en l'occurrence, elle mise sur ce qui va se vendre, et donc elle mise sur ce qui est le plus classique. Mais même si on a des arbres d'essence, je vois que dans le programme ça n'y est pas tout à fait, même si on a du platane, même si on a du marronnier, des essences qui a priori ne sont pas très favorables aux insectes, il y a quand même une plante en indigène qui était là avant la dernière glaciation, qui est encore plus indigène que le chêne, que l'homme a ramené au fur et à mesure avec des glands. Qui, pour les abeilles en plus, alors là je vais me faire payer des coups à boire par les gens d'Apis, qui est une plante que les apiculteurs adorent à l'automne, puisque c'est la seule plante qui fleurit dans les plantations à l'automne. Et voilà. Et donc on peut laisser pousser du lierre sur les arbres. Donc après, quel que soit l'arbre qu'on a, on a effectivement cette espèce-là, voilà, le lierre, qui, si vous ne l'aviez pas remarqué, fleurit à l'automne, fructifie au mois vers janvier, février. Du coup, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'oiseaux qui sont assez contents d'avoir, au moment où, hormis les petites mangeoires, il n'y a plus grand chose à manger, ils sont contents d'avoir des fruits. Et pourquoi ce cycle décalé? Justement parce que c'est une plante qui date du moment où en Belgique on se promenait en maillot de bain dans les rues, où il n'y avait pas de rue. Et effectivement, c'est une plante qui date d'avant les glaciations, au moment où on était en zone tropicale en Europe. Donc voilà, cette plante-là, elle peut aussi, je pense qu'il y a le débat sur l'essence elle-même, mais entre le sol, les plantes en pied d'arbre et le lierre qu'on peut laisser pousser, il faut élargir, c'est le cas de dire, le débat.
Voilà, il y a pas mal de. Enfin, non, il y a pas mal. Il y a quelques travaux qui ont été faits, notamment par un monsieur qui s'appelle Pierre Biner d'Alsace, où il y a vraiment des essais, on peut en parler longuement du lien si vous avez des questions, on va en parler, notamment des essais sur des ormes qui étaient centenaires, et où on a regardé les cernes des arbres, en fait, une fois qu'on les a abattus, si le lierre avait gêné la croissance de l'arbre ou pas, et on n'a aucune modification sur la croissance des ormes. Et quand on nous raconte qu'effectivement il arrive subrepticement la nuit et que le lendemain on se réveille et le lierre a envahi tout l'arbre, c'est pas toujours compatible avec des arbres qu'on peut voir qui sont quasi centenaires et l'arbre a l'air d'être encore vivant. Voilà. À ceux qui vous disent le lierre tue l'arbre parce qu'il est toujours sur un arbre mort, vous lui demanderez s'il tue le poteau téléphonique quand il est sur un poteau téléphonique. Donc la petite expérience que j'ai sur laquelle j'aimerais parler 5 minutes, là, c'est le fait qu'on a fait venir une entomologiste en fait, parce qu'on se disait effectivement entre un marronnier et un bon vieux chêne bien de chez nous, est-ce que les deux attirent autant d'insectes? Donc du coup on a fait un protocole vraiment simplissime, on a pris des chênes, on a pris des marronniers et quelques autres essences, et puis on a compté le nombre d'insectes qu'il y avait sur les feuilles. Et des fois moi ça m'énerve, je me dis mais on peut faire les statistiques, on va pas regarder pendant 10 ans pour avoir une première réponse déjà, pour avoir un premier... Donc du coup on a regardé un chêne, vous voyez, un tilleul, donc en local on va dire, un marronnier, un tulipier de Virginie, des magnolias et du chêne vert. Et donc en fait on a compté et le nombre d'individus par espèce et le nombre d'espèces d'insectes qui étaient présents, parce que vous pouvez avoir 50 000 insectes sur un tilleul. Si c'était 50 000 fois la même espèce de puceron, d'un point de vue écologique, c'est pas la même chose que si c'était une vingtaine d'espèces. Et ça, donc on l'a fait en les prenant tous dans le même parc, histoire qu'on ne nous raconte pas que c'était parce qu'il y en a un qui était plus au soleil que l'autre. Voilà. Donc on a essayé d'avoir le maximum, que la seule différence soit vraiment l'espèce. Donc ça c'est mis avec un classement, vous voyez, par nombre d'espèces, donc on est rassuré. Quercus robur, donc le chêne roux, sort en premier, suivi par son cousin local, et au fur et à mesure, et après on est plutôt sur des espèces exotiques. Mais si on le regarde aussi d'une autre façon, du côté du défenseur de la flore exotique, on voit que ce n'est pas zéro comme on pourrait nous le faire croire de temps en temps, et qu'on a, je dis c'est pas statistiquement valable, mais on va dire moitié moins d'espèces sur les espèces exotiques que nous on a testé à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc voilà, c'est un rapport de 1 à 2, donc c'est pas nullissime, mais avant de couper un gros vieux marronnier qui effectivement a beaucoup de feuilles pour planter un tout petit arbre, certes local, mais qui a 3 feuilles, peut-être qu'effectivement on vaut mieux laisser le lierre pousser dessus. Et donc voilà, il y a des indices écologiques qui ont été calculés pour savoir la répartition entre le nombre d'espèces différentes et le nombre d'individus, puisqu'il y a une sorte de théorie qui dit que effectivement, si les espèces sont également réparties entre elles, la biodiversité est mieux, voilà. Et nous, ces différents indices, les chercheurs qu'on montre en tête, qui montrent que là aussi c'est le chêne, donc les indices les plus favorables. Donc là c'est pour donner un exemple sur un chêne donné, le nombre d'espèces qui ont été trouvées, vous voyez, tous les insectes qui ont été relevés, hein, c'est quand même assez conséquent. On a une cinquantaine d'espèces qui sont présentes. Une autre étude qu'on a fait, un autre test qu'on a fait, on a regardé pour un même arbre, donc c'est du Quercus robur, on a pris celui qui avait le plus d'insectes, selon les conditions dans lesquelles il était, qu'est-ce qu'il avait comme insecte dessus. Et donc on a pris un truc qui est dans un parking, un qui était dans un val de Chésine, c'est très naturel, parc de Procès, parc horticole, mais avec peu d'arbustes, et jardin des plantes, parc horticole, mais avec pas mal de strates végétales. Et si on a un nombre d'espèces, vous voyez, un nombre d'individus, le parier des dickines et des valières ressort, mais c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ressort parce qu'en fait il a beaucoup de pucerons, et donc en fait si on prend le graphique c'est le même, hein, mais en mettant par ordre décroissant le nombre d'espèces, on voit qu'effectivement on a dans l'arbre qui est dans la zone la plus naturelle qui a le plus d'espèces, et au fur et à mesure vers le plus minéral, le centre parking des valières, parc de Procès, on peut se poser des questions. On a regardé aussi, on a analysé le pollen qui était dans le jabot des insectes, hein, pour regarder sur quelles plantes ils étaient allés. Et effectivement, on retrouve majoritairement les plantes sur lesquelles ils sont. On a une corrélation assez forte. Et la ville de Paris a repris la même étude, a trouvé que notre étude était intéressante, et du coup l'a refait l'année dernière. Donc là, c'est les chiffres sur Paris, mais les résultats sont similaires. Et deux derniers exemples ou contre-exemples. Au parc du Grand Blotreau, on a fait une analyse sur les oiseaux et on avait des conifères. On s'est dit il y avait 3 conifères qui se battent en duel, on s'est dit on va les liquider, personne n'en voulait.
En fait, on se rend compte qu'effectivement, avec la maison Juppé à cet endroit-là, avec la maison Juppé un féodé au conifère, donc il ne faut pas avoir de regard trop simpliste. Et on a étudié pendant 450 semaines d'affilée, tous les jours, les oiseaux qui étaient présents au Jardin des Plantes, pendant 1 heure. Et on a des résultats où on voit qu'on a plus de 50 espèces dans un jardin qui fait 7 hectares et qui est ultra horticole. Donc la diversité des strates notamment et la diversité de l'alimentation qui est présente toute l'année dans un jardin comme ça montre qu'on peut quand même avoir des choses même dans un jardin horticole. Et pour la conclusion de la conclusion, je permets juste une toute petite histoire qui dit qu'il y a eu un moment, il y a eu un arbre auprès d'une rivière. Et l'arbre, il avait 2 grosses branches, il y en avait une qui donnait des fruits de vie, d'autres des fruits de mort. Alors il y a tout un village qui s'est construit autour, on mangeait les fruits de vie. Et puis au bout d'un moment, le progrès est arrivé, on a inventé la frite surgelée, le micro-ondes, McDonald's, et tout ça était livré par camion. Alors on a fait une grande route qui arrivait jusqu'à ce petit village. Et on a oublié de manger les fruits de l'arbre. On a juste raconté l'histoire. Puis il y a le progrès qui est arrivé. Alors on a inventé la TSF, radio, télé, MP3 pour écouter en toute intimité. Et on a arrêté de raconter des histoires, c'était ringard. Et puis le progrès est tellement arrivé qu'un jour il y a eu un déluge, mais un déluge d'un nouveau genre. Il y a de la poussière qui est tombée, et puis tout ce que l'homme avait craché sur la terre qui lui est retombé dessus pendant 40 jours, 40 nuits. Alors la route a été bouchée. Alors on est allé voir, on a trouvé un vieux qui a raconté l'histoire de l'arbre de vie et de mort. On l'a amené au pied. Et le vieux, quand il est retourné devant, ça faisait tellement longtemps qu'il ne l'avait pas raconté qu'il ne se rappelle plus quelle branche était quelle branche. Alors on a cherché un volontaire pour goûter. Enfin plutôt quelqu'un qui ne refusait pas. Il y avait un bébé qui venait de naître. Il n'a pas dit non. On a pris un fruit, on l'a décroché et le vieux il a dit vous êtes fou, il a pris le fruit, il l'a goûté. Au moment où il a porté ses lèvres sur le fruit, il y a ses rides qui sont tombées. Il venait de gagner 10 ans. Il a remangé une autre bouchée, il s'est mis à danser, il a acheté ses béquilles. Et puis on a remangé une autre. Et puis on a vu dans l'arbre, à la place du fruit, il y en a 10 qui avaient poussé. On s'est jeté sur les fruits. On les a mangés, on s'est rassasiés. On a fait ça la fête toute la nuit. Puis il y en a un qui a eu l'idée. Il est remonté dans le village. Et puis tous l'ont suivi. Qui une hache, une tronçonneuse, une scie. Et puis l'arbre qui donne la branche, qui donne la mort, on l'a débité, on l'a tronçonné, on l'a découpé. Et au petit matin, quand le vieux est redescendu, c'était le premier arrivé. Il n'y avait plus qu'une branche. Et sur la branche, il n'y avait plus qu'une feuille. Et il a vu la dernière feuille desséchée, qui a dansé dans le vent puis qui est tombée sur le sol. Et il y en a qui racontent cette histoire pour dire, dans tous les êtres vivants, il y a un peu de bon, un peu de mauvais. Mais si tu en enlèves la moitié, tu le fais crever.